Allez, bonjour à tous et à toutes. Enfin, toutes, il n'y a pas beaucoup de dames et de demoiselles qui regardent ces vidéos, mais bon, vous êtes 99% d'hommes de plus de 40 ans. Vidéo du mardi matin, au réveil, pas de bonne humeur, au café. On va traiter donc les trinquettes sur été largable. J'ai encore eu un commentaire là-dessus. Et je n'en peux plus d'entendre ces inepties. Alors, pour ceux qui ont acheté les vidéos techniques, ils mettront jamais une trinquette avec été largable sur leur bateau, parce que j'ai fait des vidéos là-dessus et j'ai expliqué pourquoi. Mais là, j'ai tout un tas de... Puis ça fait 4 ans, depuis que ça fait 4 ans que je fais du bateau, ça fait 4 ans que régulièrement, j'ai des... voilà, les intellectuels du net qui n'y connaissent rien au gros temps, qui basent... les achats qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont mettre sur leur bateau avec leurs collègues sûrement de marina qui n'y connaissent pas plus qu'eux. Et alors là, sur la dernière vidéo de gros temps, il y a un mec qui vient de commenter oui, dans des conditions pareilles, pourquoi tu n'as pas mis une trinquette sur été largable, un génois enroulé, ça doit pas avoir un bon rendement, histoire de pousser vélique. Donc ça, c'est le commentaire. Donc le mec, bon, il sait et il me dit, Stéphane, t'es un con, tu sais pas naviguer. Pourquoi tu mets pas une trinquette sur été largable sur ton bateau? C'est plus sécurite, ça marche mieux et donc fais les choses correctement. Donc ça, c'est ce que tu lis le matin au réveil sur le commentaire. Excusez-moi pour le café, hein, mais il est tôt. Alors effectivement, pour tous ceux qui ont cette pensée-là, je m'excuse de ne pas mettre des trinquettes sur été largable dans le gros temps et on va aller au bout du raisonnement. Donc, si je prévois d'équiper mon bateau pour prendre du gros temps et que je sais aujourd'hui qu'il y a force 8 dehors, je ne vais pas y aller. Hein, c'est que le gros temps, à un moment donné, je vais me faire prendre dedans. Donc, je suis en pleine traversée retour de l'Atlantique ou aller de l'Atlantique et ça commence à monter sévère. Hein, y a voilà, un phénomène météo que j'ai pas prévu et ça monte 25, 30, 35 et là je me dis bon, ça ne va pas, il faut que j'envoie ma trinquette sur été largable. Donc là il va falloir que j'aille me mettre face au vent dans 4 à 5 mètres de creux. Parce que je ne vais pas l'envoyer vent arrière ma trinquette. Hein. À un moment donné, on fait les choses bien, on fait les choses bien. Donc tu vas mettre ton pilote avec ta femme à la barre pour amener le bateau face au vent avec ta grand voile qui bat serré comme un fou. Dans 5 mètres de creux, harnaché avec la ligne de vie pour aller envoyer une trinquette là-bas devant parce que tu te dis ça monte. Alors, il faut savoir que le gros temps, si tu connais un petit peu de gros temps, tu sais que tu ne vas jamais l'affronter au près. Le gros temps, la seule chose que tu vas faire, c'est de mettre en fuite. Donc la poussée vélique d'une voile en fuite, quand elle travaille au portant, que ce soit une voile sur un rouleur ou que ce soit une trinquette qui fait 2 mètres carrés, on n'en a rien à cirer. Tu es en train de fuir puisque tu es dans du gros temps et tu t'en vas. Parce que si tu commences à te dire je vais affronter le gros temps au près, c'est pour ça qu'il me faut une trinquette sur un rouleur parce que ça marche mieux, une trinquette sur été largable parce que ça marche mieux qu'une voile sur un rouleur à l'avant. Bon, déjà, c'est que psychologiquement, où il faut vite que tu ailles relire comment on affronte du gros temps, ou il faut que tu ailles consulter. Mais tu ne vas pas te mettre dans 35 ou 40 nœuds de vent, parce que c'est là que tu vas l'envoyer, ta trinquette sur été largable, au près. On est bien d'accord. Donc, l'histoire de la poussée vélique, on oublie. Alors, et on va pousser le raisonnement. Donc, tu as été la mettre, ta trinquette sur été largable, et il est 2h du matin, de nuit, ça monte, et ta trinquette, elle est trop grande. Tu te rends compte que tu as trop de toile. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire à 2h du matin? Plein milieu de la nuit. Tu vas réveiller ta femme. Dire, chérie, alors je vais mettre mon gilet de sauvetage, je vais m'accrocher, tu vas aller te mettre face au vent de nuit en suivant les instruments, je vais aller à l'avant, je vais aller faire tomber cette voile. Et puis une fois que j'aurai bien fait ça, bien fini, ben, je vais me servir de mon génois ou de mon phoque sur un rouleur parce que comme il faut que j'ai très peu de voile et le seul moyen que j'ai d'avoir très peu de voile,
c'est où j'ai une voile tempête, et là je peux te dire qu'il faut que tu commences à avoir une voile pour chaque temps. Il te faut une sacrée... il t'en faut des voiles. Où tu te dis, ben oui, non, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma voile sur un rouleur, que je vais diminuer, et puis c'est avec elle que je vais faire ma nuit. Donc là tu vas à l'avant à 2h du matin. Donc voilà, donc si vous voulez les gars, tu as une panoplie de 10 voiles sur ton bateau, parce que rappelez-vous, mais ça paraît simple, mais on navigue avec la voile du temps. C'est-à-dire que je mets un spi quand il y a tant de nœuds de vent, quand il y a plus de vent que ça, je range mon spi, je passe sous ça, et le gros temps, j'ai pas la même quantité de voile dans 30 que dans 40, que dans 50, que dans 60. Ça paraît simple et évident. Donc à un moment donné, il faut bien pouvoir gérer cette quantité de voile. Parce que si dans 40 nœuds, tu mets la même quantité de voile que dans 60, c'est qu'à un moment donné, il y a un souci. Il va bien falloir que tu réduises. Et une trinquette, ça reste une trinquette, c'est pas une voile tempête. Donc voilà. Donc c'est un raisonnement qui ne tient pas de nos jours. À l'époque, il n'y avait pas le choix. Donc c'était viable et c'était la seule façon d'affronter le gros temps. Aujourd'hui, il y a des façons beaucoup plus sécuritaires. Alors, peut-être que la voile est moins performante. Je ne suis pas, moi, la poussée vélique, etc., etc. Je ne suis pas un champion du monde de ça. Je ne vais pas faire des calculs que je ne maîtrise pas. Alors, effectivement, peut-être que mon Gélois enroulé, il marche moins bien qu'une trinquette sur été largable. Mais j'ai aucune envie d'aller faire le singe à l'avant pour quelques dixièmes de vitesse, alors qu'il me s'agit juste de lâcher un petit peu et d'avoir une voile un peu moins performante, un peu plus grande, qui marche aussi bien. Voilà pourquoi on entend parler des trinquettes sur été largable depuis des années et que ça a été le truc ultime et que ça ne l'est plus aujourd'hui. Je vais expliquer ça pour ceux qui... voilà. Mais imaginez-vous quand même aller envoyer ça à l'avant alors qu'il vous suffit de dérouler et d'enrouler du génois et d'être dans des bonnes conditions. Parce que là, une voile d'avant, avant qu'il y ait les enrouleurs, elle faisait une taille définie puisqu'on ne pouvait pas l'enrouler, donc on ne pouvait pas modifier sa taille. Donc quand tu étais pris dans du gros temps et que tu avais ta voile d'avant qui était trop grande, à un moment donné, tu avais beau lâcher de l'écoute parce que tu étais en fuite, tu avais un bout de chiffon à l'avant qui était trop grand, tu te mettais en danger. Donc il fallait bien y aller pour l'enlever et mettre une voile, une voile tempête par exemple, qui est encore plus petite. Et ce qui se passait, c'est que souvent, comme tu voulais pas faire la manœuvre et que tu voulais pas aller à l'avant du bateau, parce que à un moment donné, pour enlever cette voile qui était trop grande, parce que tu pouvais pas enrouler, il va falloir te mettre face au vent et il va falloir l'enlever et aller mettre l'autre en place et l'envoyer. On savait que cette voile, à un moment donné, si tu l'amenais jusqu'au bout, tu aurais des gros soucis pour la faller. Donc on la faisait sur été largable et c'était un moyen de l'enlever si vraiment il y avait un pépin. Et donc tu l'as remplacé par une voile qui était plus petite et tu t'affrontais le gros temps, etc., 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 jusqu'à ce qu'il y ait un bout de chiffon qui fasse plus rien. Parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, dans le gros temps, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est d'être dans le bon angle au vent, mais le deuxième, c'est de garder de la vitesse. Tu veux garder une vitesse optimum pour que ton pilote tienne et que la vague de derrière te rattrape pas et que à un moment donné, parce que tu vas trop doucement, ce soit la mer qui commande le bateau et pas toi qui le commande. Donc comme tu veux rester manœuvrable, à un moment donné, tu veux que le bateau aille vite. Et pour qu'il aille vite, il faut que tu gardes de la toile. Donc il faut garder assez de toile pour que le bateau avance. Donc dès que le gros temps montait, ils mettaient pas la voile, le chiffon, parce que sinon ils avançaient plus les mecs. Donc ils étaient obligés de changer de voile. Mais depuis qu'on a les voiles sur enrouleur, c'est pas dur. Ça monte, j'enroule un peu. Ça monte encore, j'enroule un peu. Ça continue à monter. Je peux enrouler jusqu'à ce qui me reste 2 mètres de chiffon à l'avant. Donc oui, c'est un outil qui était génial et pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas la technologie, qu'il n'y avait pas les voiles qu'aujourd'hui, tout le monde les utilisait. Mais aujourd'hui, aller mettre une trinquette sur été largable à l'avant, c'est se mettre en danger et mettre sa famille en danger. Donc, avoir ce raisonnement depuis son canapé ou discuter de ça dans les marinas, on m'en a parlé 30 fois. Alors là, je me permets d'être un peu pas gentil parce que je suis derrière la caméra, le mec je le connais pas et puis
ceux qui vont mal le prendre, je vous connais pas, mais quand je suis en marina avec quelqu'un qui me dit Steph, qu'est-ce que tu penses de mettre une trinquette sur été largable sur mon bateau? J'ai pas envie de dire au mec, bon écoute, réfléchis 2 secondes. Donc je suis vachement plus doux et j'essaie de lui faire comprendre que c'est une bêtise. Mais les gars, allez au bout de vos raisonnements, dites-vous bien comment je vais l'envoyer cette voile et est-ce que vraiment ça a une importance, la poussée vélique. Là, tu sors des mots au portant, mais on s'en fiche que ton sac il soit plus ou moins, t'es au portant. Donc si vous voulez affronter le gros temps et savoir comment ça s'affronte, donc d'une, vous n'avez pas besoin d'acheter mes vidéos, il y a des ouvrages très très bien faits là-dessus par des gens que vous pouvez trouver en librairie. Et de deux, si vous pensez que voilà, on sait à peu près de quoi on parle parce que vous m'avez vu quand même dans plein de fois dans du gros temps, vous avez maintenant 70 heures de vidéos techniques que vous pouvez acheter où tout est traité dedans et vous n'achèterez pas une trinquette sur été largable sur votre bateau parce que c'est une connerie à faire. Donc je vous le déconseille. Aujourd'hui, depuis qu'il y a les voiles sur enrouleur, plus personne de sensé n'utilise ça. Quand on est pris dans du gros temps, on utilise sa voile d'avant et on l'enroule. Voilà, le plus compliqué, je le répète, c'est d'ariser sa GV, parce que si tu te fais prendre dans du gros temps, c'est qu'à un moment donné, le vent monte, tu n'avais pas prévu, tu es plein de voiles, plein génois, il y a une belle journée, et puis donc tu es en transat, tu as 25 nœuds au cul, donc tu fais 5-7 avec ton bateau, donc tu as 15-18 aux fesses, donc tu es tout dessus, ça marche bien. Et puis tout d'un coup, tu commences à regarder ton anémomètre, ça commence je parle en vent apparent, tu commences à avancer à 25 en vent apparent, 27. Donc là, tu fais 7 de vitesse, 8 de vitesse, tu as déjà 33 dans les fesses. Puis ça commence à monter, 30 nœuds. Là, tu dis, bon, va falloir que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester tout dessus. Donc, et là, ta grand voile dans 30 nœuds complète, ça commence à... Donc là, pareil, j'en parle pas sur la chaîne parce que j'essaie de ne pas promulguer des idées et des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, on doit être voilà, on doit acter en bon père de famille. Mais moi, ce que je fais, et qu'il ne faut pas faire, et c'est une connerie, mais je le fais quand même, au lieu d'aller me mettre demi-tour face au vent, dans 30 nœuds de vent, avec des creux énormes pour aller mettre un riz ou 2 riz dans ma GV, ce que j'ai fait, et mes équipiers le savent, et je l'ai fait sur tous mes bateaux, moi, avec l'expérience, j'arrive à me mettre plein vent de cul, serrer ma grand voile, me mettre en surf sur une vague en laissant assez de génois pour pouvoir faire tomber le premier riz pratiquement dans l'axe sans esquinter ma voile, le prendre. Là, je redonne de la vitesse au bateau, je repars et je réarise le deuxième riz et voilà, et je fais tout ça avant-arrière. Et derrière, je gère après avec mon génois, j'ai 2 riz dans mon GV, j'ai mon génois à l'avant et je gère mon bateau. Pareil, il faut savoir que je traite ça, mais quand vous êtes vent arrière et que vous êtes en fuite, je vois tellement de bateaux qui ne laissent que la voile d'avant. Laisser que la voile d'avant dans ces conditions-là, si vous avez que 2 riz dans la grand voile, c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de voiles à gérer. Mais c'est pas. J'ai expliqué tout ça dans les vidéos techniques, allez le voir. La grand voile, elle se gère en la ramenant dans l'axe, elle prend moins de vent, etc. Mais il faut laisser de la grand voile parce que sinon vous avez toute la voile sur l'avant et votre pilote dans des conditions comme ça avec un bateau, s'il a que de la voile avant, il a tendance à tourner ou à alofer ou à abattre, ça dépend comment est fait votre bateau, et le pilote travaille à mort, donc il faut quand même essayer de l'équilibrer pour que vous viviez bien la vague et que vous avanciez assez bien. Bref, tout ça c'est dans les vidéos techniques, dans les vidéos techniques sur le gros temps, il y en a plusieurs. Le choix des voiles est dedans. Vous n'avez pas le problème d'ariser la grande voile, par exemple, si vous avez une voile sur enrouleur. Donc, pour ceux qui pensent que, voilà, on sait à peu près de quoi on parle, allez acheter les vidéos techniques. Vous avez tout, vous avez la gestion de l'eau, la gestion du gaz, du diesel, de l'électricité, comment on gère les cafards, comment on gère les mouillages, comment on gère les choses à l'étranger, les clients, enfin tout est dedans. Vous en avez, je vous dis, il y en a 70 heures, ça fait 2 fois 35 heures, ça fait 2 semaines complètes à regarder ces vidéos. Voilà. Et pour ceux qui pensent que je n'y connais rien et qu'il faut mettre une trinquette sur été largable à l'avant du bateau pour affronter 60 nœuds de vent, continuez à penser ça, je ne vais pas essayer de vous faire changer d'avis. Arrêtez de regarder cette chaîne YouTube.
achetez-vous un bateau, mettez une trinquette sur été largable. Le premier jour où vous aurez son bateau devant, vous irez l'installer à l'avant et vous verrez ce que ça donne. Et peut-être que dans quelques années, vous direz tiens, peut-être regardez Steph parce que finalement, maintenant que je l'ai vécu et que j'ai été une fois à l'avant de mon bateau et que j'ai failli, voilà, ça a failli très très mal se passer. Hein, peut-être c'est pas la bonne chose à faire. Voilà, parce que encore une fois, cette trinquette sur été largable, quand vous allez l'installer, si elle ne fait pas la bonne taille, en fait, si elle ne fait pas la bonne taille, ou vous allez être sur-toilé, ou vous allez être sous-toilé. Et donc le mauvais temps, ça va mal se passer. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut garder la vitesse de carène de son bateau, on veut qu'il continue à turbiner le bateau. Je l'ai répété dans je ne sais combien de vidéos, l'erreur du gros temps, c'est de ralentir. Un bateau qui est fait pour naviguer à 7-8 nœuds, dans du gros temps, on le garde à 7-8 nœuds. Il faut qu'il bourre, parce que comme ça, l'écoulement de l'eau le long de la carène et le long du safran fait qu'à un moment donné, le safran continue à contrôler le bateau, le pilote travaille bien et il continue à pouvoir naviguer et prendre la vague et être maître de ce qu'il fait. Si vous ralentissez, vous n'allez pas avoir assez de vitesse, la vague va vous amener, chaque fois que vous allez passer sur une autre vague, il va partir du cul, vous allez être de moins en moins manœuvrable. Parce que vous êtes moins manœuvrable, vous allez commencer à avoir peur, parce que vous allez prendre des voiles, des vagues 3/4 arrière sur le cul qui vont venir taper, vous allez prendre des gerbes d'eau qui vont remplir votre cockpit arrière, donc vous allez commencer à fouetter, hein, parce que dans nos canapés, on est tous champions du monde, mais quand on commence à prendre des creux de 6 mètres par l'arrière qui commencent à fouetter et qui rentrent dans le cockpit, et que t'as ta nana à côté et tes 2 enfants, tu fais moins le malin. Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu vas dire putain c'est énorme, il faut que je ralentisse encore, et tu rentres dans la spirale de ralentir. Je l'ai répété dans je sais pas combien de vidéos, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de traverser des périodes de traverser du gros temps, dont une fois en allant aux Canaries où je suis arrivé à Lanzarote, on était 4-5 bateaux à partir et les mecs se sont fait arracher leurs annexes sur les portiques arrière, se sont fait arracher les panneaux solaires, etc. Et on était tous dans le même gros temps et nous on est arrivé. Oui, c'était gros, mais bon, déjà on est arrivé bien avant. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, j'avais lu ce qu'il fallait faire et je bourrais mon bateau. Voilà, je l'ai répété. Tabari en a parlé je ne sais combien de fois sur ses vidéos, dans son ouvrage. Hein, il avait mis des traînards lorsqu'il était prendre dans une queue de cyclone. Dans le Pacifique, il trouvait que le bateau souffrait parce qu'il avait la peur de rattraper la vague d'avant, cette théorie il a coupé les traînards et il a laissé bourrer. Donc c'est les bateaux de course dont on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de nos bateaux à nous, de touristes chargés comme des mulets, avec nos voiles qui ne sont pas optimisées. Ils bourraient comme des salauds, hein. Ils ont jamais rattrapé la vague de devant et ça s'est très bien passé. Donc nous, en bourrant comme des salauds, on n'ira jamais aussi vite qu'eux, donc on rattrapera jamais la voile de devant et on va garder notre bateau manœuvrable. Donc voilà, donc équilibrez vos bateaux, gardez de la toile à l'avant, mais gardez vos voiles sur rembouleur, oubliez les trinquettes sur été largable et achetez des vidéos techniques. Et pour ceux qui se rappellent de ma traversée avec mon ami Thierry, excusez-moi, la carte était pleine de la vidéo. Oui, je disais, pour ceux qui ont suivi ma descente de Bora à Bali, avec mon ami Titi, le Belge que je salue. À un moment donné, on s'est fait prendre dans 8 jours où ça a bastonné sans fin. À aucun moment on a été mis en danger. On n'a pas arrêté de jouer avec ce génois pour garder la vitesse du bateau au-dessus de 8 nœuds parce qu'il y avait du gros temps et que du coup le pilote tenait. Et c'est comme ça qu'on a géré les choses. Donc voilà, alors attendez, je vais en faire une deuxième parce que tant que j'y suis, je vais régler un deuxième truc, donc comme ça on évitera d'en reparler et puis je n'aurai pas à répondre aux commentaires. Alors, il y a encore, je n'ai pas le nom, puis je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas, quelqu'un qui m'a encore attaqué là, oui Stéphane, on peut faire le tour du monde sur des bateaux de moins de 40 pieds. Alors, je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas faire le tour du monde sur des bateaux de moins de 40 pieds, déjà qu'on ne déforme pas mes dires. J'ai dit que dans le guide des Glénans, donc là, vous en prenez pas à moi en me disant oui, c'est pas vrai, c'est pas la logique, allez lire le guide des Glénans, hein, la version. Babe, please give me the book which is just here. Voilà. Il est là, le guide des Glénans, donc c'est marqué sur ce guide des Glénans là, hein, c'est la version
Je ne l'ai pas de tête, mais je vais vous le dire. Donc vous prenez ce guide-là, vous le lisez d'un bout à l'autre. Il a été imprimé en 77. Voilà. C'est la version 73, si je dis pas de bêtises. Donc vous lisez ça d'un bout à l'autre, hein, ça vous fera un peu de lecture. Et puis c'est pas le guide des Glénans nouveau. Hein. Là, il y a du lourd. Il y a une partie météorologie, je l'ai toujours pas assimilé. Bref, comme quoi, une vague qui déferle, qui fait un tiers de la longueur de flottaison d'un bateau, elle le retourne. C'est pas moi, c'est marqué là-dedans. Donc, m'en voulez pas, écrivez-leur en leur disant que c'est des cons et qu'ils savent pas ce qu'ils racontent, en me disant oui mais non c'est pas ça, la poussée vélique, le six de mon bateau. Donc il faut savoir que le coefficient de retournement et le niveau de catégorie d'un bateau, ça s'appelle le six, c'est calculé en fonction de son volume, sa longueur, etc. Et ça donne des catégories des bateaux A, B, C, D qui leur permettent de partir à plus de temps de mille d'un abri, etc. Six d'un bateau, pas six d'un bateau, voilà, c'est marqué là-dessus. Donc je ne déforme rien, je ne fais que relater un fait. Et donc, pour la faire simple sur les tailles de bateau, j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas se faire tout le monde sur moins de 40 pieds. Je dis que, moi je connais 100 personnes qui ont acheté des bateaux de petite taille et qui ont acheté un plus gros. Des gens qui ont acheté des 38 et des 40 et des 36 et des 34 et des 33 et des 30 qui sont montés sur un bateau plus gros. C'est pratiquement tout le monde. Quand le mec continue à faire de la voile, il achète un bateau plus gros. Donnez-moi 100 exemples de personnes qui ont acheté des gros bateaux qui derrière on dit oh non, un 44 pieds c'est pas bien, je vais acheter un 38 parce que c'est trop gros. J'en connais pas. Donc là, vous en prenez pas à moi. Prenez-vous-en aux gens dans la marina. Quand tu vois ton voisin qui change un bateau qui a un plus gros, tu dis ouais, espèce de gros con, pourquoi t'as acheté un plus gros? Un 40 c'est très bien pour faire le tour du monde. Mais va pas dire à Steph qui fait une vidéo et qui te relate la vérité des faits, vous en prenez pas à moi les gars, je ne fais que reprendre la vérité que vous voyez tous les jours dans les marinas, je n'y suis pour rien. Donc là c'est pareil, arrêtez de me parler de taille de bateau. Moi, je ne vends pas des bateaux. Donc, que vous ayez des 33, des 36, des 40 ou des 70, je ne gagne pas un centime dessus. Donc, si vous voulez acheter des 33 pieds et que vous êtes très heureux dessus, faites-le. Voilà. Mais moi, je dis que pour ceux qui ont envie d'écouter mes vidéos techniques et qui pensent que voilà, après 5 ans où vous me voyez tous les jours et 20 ans sur la mer, parce que j'étais sur des bateaux avant de faire des vidéos et qui croient que j'ai un tout petit peu d'expérience et de feedback, parce que j'ai pas passé ma vie dans les marinas, moi. Là c'est pareil, dans ce bouquin il y a une partie qui s'appelle durée en navigation, parce que ça la plupart des gens qui font des commentaires ils oublient cette partie là. C'est qu'à un moment donné c'est pas tout hein, de sortir faire une journée de régate à 5 et bourré comme des cons. À un moment donné il faut durer, c'est à dire qu'il y a la fatigue à gérer et ça, si vous voulez, sur du long terme, ça fait que quand on navigue et que on passe 365 jours par an, pas dans une marina, qu'on ne fait pas un jour de marina, dans un lit de bateau, dans des mouillages qui peuvent déraper, rouler, où on a du mauvais temps, où on navigue, où on change. On ne navigue pas de la même façon que quand on est dans son canapé et qu'on a un bateau à la marina là et qu'on en fait tous les week-ends et que c'est son plaisir du week-end. Je comprends bien que ceux qui font du bateau tout le week-end, qui passent leur semaine à travailler, qu'en font pas souvent, quand ils sortent, forcément ils ont envie d'exploiter leur bébé et ils y vont à fond et ils jouent sur des petits trucs mais quand tu y es tous les jours, 365 jours par an, et que, je veux dire, on n'est pas en course et on navigue pas de la même façon, et il y a des moments, quand ça fait 20 jours que tu es en transat, et que ça fait 20 jours que tu es chef de bord, et que tu te lèves la nuit parce que tu gères l'écart, et que tu regardes que ton équipage va bien, et que tout tourne bien, et les lecs, et l'eau, et ci, et là, et les usures, et les machins, et que tu dors toutes les 2 heures, et que, bon ben voilà, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, à un moment donné, on tire plus sur la machine, on navigue différemment, et ça, malheureusement, il faut vous en rendre compte les gars. Et donc voilà, là-dessus, il y a une partie qui s'appelle durée, et donc
Moi, je pense que le confort à bord et la capacité qu'a un bateau à accueillir de la place, à être à l'aise, à moins rouler, à mieux passer la vague, etc. Et que votre compagne, vous voyez la mienne elle est juste là, aussi elle prenne du plaisir à faire. Il s'avère que personne aujourd'hui que je connaisse qui à mon âge vit dans un 32 mètres carrés sous les combles alors qu'il pourrait vivre dans un appartement ou dans une maison parce que un 32 mètres carrés quand j'étais à la fac ça suffisait, ça suffit très bien, on vit très bien dans un 32 mètres carrés, il y a des milliers de gens qui le font. Ouais, mais vous avez choisi d'être dans un appartement qui est plus grand, avec plus de place, parce qu'il y a plus de confort et que vous y êtes tous les jours et que c'est votre vie et que quand vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous avez envie d'être bien. Voilà. Comme votre bagnole, vous n'avez pas acheté, si vous devez faire le tour du monde en voiture, vous n'allez pas acheter enfin je connais rien en voiture, donc une voiture ridicule, on ne peut rien mettre dans le coffre. Mais non, vous allez acheter une voiture, si vous avez le budget, attention, c'est toujours une question de budget, vous allez acheter une voiture qui va bien, vous avez la place, etc. Et les bateaux, c'est la même chose. Donc effectivement, on peut faire le tour du monde dans un 33 pieds, écoutez vos collègues de la marina et tous vos collègues des forums et achetez un 33 pieds, remerciez-les si à un moment donné, quand vous arrivez à mi-chemin, votre femme elle vous dit, écoute, t'es gentil, mais toi ta connerie, ça me va, moi je repars dans mon confort. Et pour ceux qui veulent un petit peu durer, etc., je ne serais que vous conseiller d'acheter un bateau avec une taille conséquente, qui vivra bien la mer, dans lequel vous aurez plus de confort et dans lequel vous allez faire les choses différemment. Donc voilà, tout ça c'est traité dans les vidéos techniques, hein. Vous avez là entre les vidéos sur la gestion du bateau lui-même, l'eau, les lecs, etc., la gestion du gros temps, les choix de bateau, plus vous avez plus de, maintenant on en a 70 heures de vidéo, donc 70 heures de vidéo, je sais pas si vous voyez, ça fait 2 semaines de 35 heures complètes à regarder des vidéos techniques de Steph. Donc tout ça c'est traité. Si vous pensez que juste ça, et si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être c'est le cas, qu'un mec qui est sur la mer depuis 20 ans, qui ne fait pas de marina, qui vit, qui a fait, vous m'avez vu 3 fois traverser ou 4 fois traverser l'Atlantique, vous m'avez vu traverser le Pacifique, etc. Vous avez combien les youtubeurs qui font ça? Vous avez Black Lion, je ne sais pas s'il me connaît, s'il me regarde ou quoi que ce soit, que je salue, qui a pété les plombs lui aussi il y a 15 jours ou 3 semaines ou il y a un mois avec des commentaires de trucs. Parce qu'on est fatigué, on est en ave, on lit ça le matin au réveil, on dit putain mais le mec il me fait chier avec ses histoires de trinquettes, à m'expliquer que je sais pas naviguer dans du gros temps, mais fais-nous des vidéos. Donc voilà, je sais pas combien vous en connaissez, mais si vous connaissez des gens qui ont ce vécu-là et qui l'ont fait maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui ont des conseils géniaux, mais ils ont fait de la voile il y a 20 ans, et pas que je dise attention que ces gens-là ne savent pas faire de la voile, je dis juste que aujourd'hui, avec l'évolution des matériaux et l'évolution de la technique et l'évolution des choses, les bateaux d'aujourd'hui, si vous voulez, il faut se rappeler qu'il y a 25 ans, Tabarly était pris pour un comment dirais-je, pour un alien, à partir seul sur un des Pendwick qui faisait 12 mètres 75 je crois, seul donc en solitaire à traverser l'Atlantique sur un bateau d'une telle taille. Forcément, parce qu'à l'époque où il le fait, on n'a pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. On n'a pas les voiles sur enrouleur, on n'a pas les winches qu'on a aujourd'hui, on n'a pas les... Bon, en course, ils n'ont pas les batteries, ils n'ont pas les winches électriques, ils n'ont pas les voiles qu'on a aujourd'hui, les matériaux, la dynéma n'existe pas. Donc à l'époque, partir sur un 12 mètres, c'est pour ça qu'il y a cette vieille idée d'un gros bateau, c'est compliqué. Oui, ça l'était extrêmement. Donc tous ces anciens qui l'ont fait il y a 20 ans, je vous dis, quand je parle cordage avec quelqu'un qui est pas remonté sur un bateau il y a 20 ans et que le mec suit pas un peu, tu lui parles de dynéma et tu lui dis voilà j'ai acheté un truc qui fait 3 mm, ça tient 1 tonne 6, il te regarde, il rigole, il fait c'est bien jeune et il s'en va s'il pense que tu es complètement malade parce que tout ça, ça a évolué. Donc les bateaux ça a évolué, aujourd'hui vous avez qu'à voir les ventes de bateaux. Plus ça va, plus on fait des bateaux grands. Vous allez dans les salons nautiques, des 60 pieds, je veux dire, il y a 20 ans, ils vendaient pas des 60 pieds pour la plaisance. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, avec ce qu'on a aujourd'hui et tout ce savoir-faire-là, voilà,
Oui, écoutez, les mecs qui sont dans les marinas et puis qui sont dans les forums et qui font pas trop le tour du monde et qui font du bateau tous les week-ends et qui le poussent un peu et qui finalement ont une vision de la vie autour du monde qui est complètement faussée. Hein, ou écoutez des mecs comme Black Lion, écoutez des mecs voilà, qui sont partis, qui sont à l'autre bout de la planète, qui font le tour. Hein, puis voilà. Et si votre envie c'est de vivre comme Baluchon, vivez comme Baluchon. Je connais pas son nom, machin, que je salue, que je connais pas du tout. Voilà, il est dans un tout petit bateau, il vit avec voilà. Bon, mais moi, sa vie à lui de tour du monde à la voile, c'est pas la mienne. Voilà, c'est pas ma vision, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure là-dessus, mais si vous devez, voilà, il y a 70 heures de vidéo technique, tout est traité dedans. Prenez-les si vous pensez que ça peut vous apporter et ça va vous éviter toutes les conneries qu'on entend. Sinon, écoutez, si vous pensez que je suis un rigolo, arrêtez de regarder mes vidéos, désinscrivez-vous de cette chaîne, surtout ne faites pas de commentaires, gardez votre savoir-faire de trinquette dans le gros temps et voilà, écoutez les autres gens et faites votre expérience et je vous souhaite que ça marche et que vous y arrivez. Nous, ce qu'on essaye de faire là avec Jean-Pascal, on a la semaine prochaine un abonné qui vient faire un stage de voile. Il vient de me faire une liste de questions. Bougez pas, j'attrape mon téléphone. Vous voyez, qu'on va traiter. Je mettrai une ou deux de ces questions parce que je pense qu'elles vont intéresser des gens sur une vidéo. Puis le reste, je le rajouterai dans la vidéo technique parce que je me dis que s'il a ces questions-là, c'est qu'elles sont intéressantes. Alors il y en a toute une liste. Hein. Alors. Question navigation, équipement de sécurité ultime, annexe ou canot de survie, gilet en mousse ou gaz, ligne de vie, sac de nourriture, urgence, équipement de protection, contre le froid, gilet de survie. Quel équipement est essentiel? Smartphone, tableau CIS, radar, VHF, sondeur, tableau de bord, centralisé, marine ou autre. Est-il encore utile de garder la table à carte ou mieux vaut optimiser cet espace? Santé en vivant sur son bateau à l'étranger, quelle est la meilleure stratégie pour se soigner à l'étranger, le prix, le budget, retourner en France pour se soigner, est-il judicieux de garder sa mutuelle qui lui coûte plus de 200 €? J'ai les voisins qui vont me faire un bisou là. Préparer son bateau à encaisser 60 nœuds de vent, comment gérer le stockage de l'annexe 60 nœuds de vent, motorisation pour une annexe 4 personnes, précision des stockages de carburant non voilier, comment ne pas forcer sur son bateau, quel type de voile pour quelle vitesse de vent, quel riz pour quelle vitesse de vent. Voilà, il vient la semaine prochaine, vous voyez, il m'a fait une liste des questions qu'il veut qu'on traite. Je mettrai un petit peu de ces questions-là dans une des vidéos. Voilà, c'est des gens qui viennent chercher des réponses parce que il se dit pas que voilà, j'ai le savoir parfait, mais il se dit bon, Steph, ça fait 20 ans qu'il est sur l'eau, tout ça, il l'a affronté, il le vit toutes les semaines. Peut-être que je peux prendre 2-3 idées et écouter ce qu'il a à dire. Je ne veux pas dire qu'il va prendre tout ce que je vais lui dire, il va peut-être pas m'écouter, surtout, mais on va au moins en discuter, il va écouter ce que j'ai à lui dire là-dessus et il en fera ce qu'il a envie, comme a fait Thierry il y a 2 semaines avec Ali, Ali que je salue, qui est actuellement en train de profiter d'une petite balade au Baléares, il est à Palma, il est à Ibiza là. Voilà, faites votre choix. Si vous décidez de regarder les vidéos techniques et de suivre ça, c'est de ce côté-là. Si vous êtes fait des trinquettes sur été largable, c'est de l'autre côté. Continuez à penser que c'est la meilleure solution. Je vous embrasse à tous et à toutes et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.